Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Classico, votre rendez-vous foot du lundi soir sur Radio J de 21h à 22h. Ravi de vous retrouver après une petite pause. Sans plus tarder, je vous présente le casting du soir, l'encyclopédie de Classico d'abord. Alexis Vizin, salut Alexis. Salut, bonsoir à tous. Ton week-end de foot, ton top et ton flop comme la question traditionnelle du lundi après-midi. Marseille hier soir qui finit sur une bonne note quand même, sa première partie de saison, même si la première partie de saison n'est pas finie. Et dans les flops, j'ai un flop général qui est Lyon, qui vraiment pour moi est une grosse déception. Il n'y a pas d'effet Laurent Blanc. Pour l'instant, pas d'effet Laurent Blanc, ça montre les carences de l'effectif et des choix de recrutement qu'on repense à Paqueta vendu. Voilà, ça fait réfléchir. Deux invités ce soir pour nous accompagner dans Classico. Xavier Barret, bonsoir. Bonsoir Steve, bonsoir Alexis, bonsoir Rodolphe. Merci d'être de nouveau dans Classico. Vous êtes journaliste sportif et vous intervenez régulièrement sur RFI et Canal+ International. Xavier, vous publiez le guide de la Coupe du Monde aux éditions Solar. Quelle est la première Coupe du Monde qui vous a laissé, à titre personnel, un souvenir pérenne? Je suis un peu plus vieux que vous, Steve. Donc moi, c'était 1974. J'allais voir les matchs avec mon papa. La télé était encore en noir et blanc. Enfin, pas toutes. Parfois, certaines, on pouvait voir en couleur. Et puis, je me souviens bien sûr de la Hollande de Johan Cruyff. Vibré devant Cruyff. Voilà, de l'Allemagne de Franz Beckenbauer, de la Pologne qui avait une très belle équipe à cette Coupe du Monde qui avait terminé 3e. Donc voilà, c'est ma première Coupe du Monde, c'était en 74, j'avais 9 ans. Notre second invité du soir s'intéresse à tout ce qui brille et sur la planète foot, c'est peu dire qu'il a le choix. Rodolphe Gaudin, bonsoir à vous. Bonsoir à tous. Et merci également d'être de retour dans Classico. Vous êtes grand reporter à France Télévisions. Vous publiez Les étoiles du football aux éditions Larousse. Est-ce que vous avez hésité à retenir certaines étoiles parmi la quarantaine de noms sélectionnés dans votre livre? Le choix a été très dur, comme toutes les années, parce que c'est une nouvelle édition avec de nouvelles étoiles qui sont arrivées. Il y en a qui font la Coupe du Monde, il y en a qui ne la font pas, mais c'est sûr que le choix. Je crois que Camavinga par exemple est là, mais n'était pas là dans la première. Exactement. Eduardo Camavinga, bonne pioche. Par contre, pour Presnel Kipembe, mauvaise pioche parce que c'est une belle étoile, mais il n'est pas là. Et Axel Kidasi non plus, parce que lui, vous parlez des tops et des flops. Moi, je l'aurais mis dans les deux, un top et un flop, parce qu'il va à la Coupe du Monde, mais il a empêché quand même Minarri de ne pas y aller pour le Maroc, et c'est une perte pour l'équipe marocaine que je connais bien et que je suis bien, même si je suis un aficionados quand même de l'équipe brésilienne. Et on va reparler tout à l'heure du Brésil. Sur la sélection des joueurs, est-ce qu'il y a... Vous pouvez nous donner quelques noms de joueurs qui auraient pu être dans cette nouvelle édition et que finalement vous n'avez pas retenu? Il y en a pas mal, mais vous sortir un nom comme ça qu'on a éliminé au dernier moment, parce qu'on a fait quand même le choix. Par exemple, on avait Ryan Cherki qui était l'année dernière. On n'a pas souhaité le remettre, mais par exemple, c'est vrai que Bruno Guimarães, on parlait de Lyon, le défenseur qui est parti, le milieu de terrain qui est parti à Newcastle, c'est un super joueur et je pense qu'il aurait eu toute sa place, mais c'est pour ça qu'on ressortira un livre l'année prochaine. L'année prochaine, on remettra Bruno Guimarães. Et vous reviendrez nous le présenter ici. Chers auditeurs, rendez-vous sur radioj.fr et en vidéo sur la page YouTube de Radio J. Merci à vous également de partager nos contenus sur Twitter, Instagram et TikTok. Classico saison 3 épisode 75, c'est parti. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar. Les joueurs marseillais en communion avec leurs supporters à l'issue hier soir d'un match de folie, d'une fin de match de folie au stade Louis II. L'OM l'a emporté hier 3-2 grâce à un but dans le temps additionnel de Kolasinac. Une victoire méritée selon vous, Xavier, Roland et Alexis? Mérité en tout cas, oui, sur le plan de la détermination, parce qu'il fallait aller le chercher, ce succès. Déjà, ils étaient menés 2-1, ils vont arracher l'égalisation, puis ensuite la victoire dans les arrêts de jeu. Donc, au point de vue de la détermination, oui, après, ils ont légèrement dominé, mais ça n'a pas été aussi flagrant. Il y aurait eu match nul, on n'aurait pas pu dire non plus que c'était scandaleux. Rodolphe, sur la première mi-temps, sur le caractère mérité de la victoire marseillaise après une première mi-temps qui était assez largement dominée, qui s'est terminée par un 1-1, disons.
après le but de Ben Yedder. Je pense que malheureusement, il y a eu un facteur déclenchant, c'est la sortie d'Amin Harit. Je pense que ça les a réveillés, comme parfois une équipe qui joue à 11, à 10 est meilleure qu'à 11. Et c'est là, ce qu'a dit d'ailleurs Guendouzi. Ouais, c'est vrai que je pense que ça les a réveillés. On se rappelle tous de la sortie de Cristiano Ronaldo, la finale de l'Euro 2016. On s'est dit c'est bon, on va gagner l'Euro. Puis finalement, il y a eu comme un électrochoc pour l'équipe du Portugal. Je pense que ça a été un peu la même chose pour l'équipe de Marseille, qui pouvait pas se permettre de revenir sans même les 3 points. Et c'est vrai qu'au final, bon bah voilà, il y a ça m'amène un peu à parler aussi de la Coupe du Monde, parce que ça s'est joué à l'expérience. Quand on voit Youssouf Fofana, je suis très content pour lui. Il va faire partie de cette épopée qatari pour aller à la Coupe du Monde. Il fait une faute par manque d'expérience sur Payet. Et ça m'a fait penser, vous savez, cette faute, ça m'a fait penser à la Coupe du Monde, parce que je me suis dit, voilà, on a un milieu de terrain qui va aller à la Coupe du Monde qui est pas du tout expérimenté. Et ça, c'est une faute, mais il va y en avoir des dizaines comme ça pendant la Coupe du Monde. Et il fait ça en fin de match, qui amène un coup franc dangereux, Payet, but, victoire de Marseille, au revoir, merci. Et je me suis dit, il ne faut pas qu'il fasse ça en bleu. Et malheureusement, ce milieu de terrain français, pour revenir encore une fois sur la Coupe du Monde, il est super inexpérimenté. Et ça va être un gros souci, à mon avis. Alexis, à la fois sur le match d'hier soir et plus globalement sur la Coupe du Monde avec le Ouais, Fofana. non, pour moi, c'est... Je suis d'accord avec Xavier, le nul aurait été juste. Ça joue sur un fait de jeu en fin de match. Qui est intéressant d'ailleurs, parce que finalement l'arbitre a laissé beaucoup de temps, et c'est le genre de faute qui n'est pas si... Pour moi, cette faute-là, à la 60e minute, elle n'est jamais sifflée, mais en fin de match, forcément l'arbitre il la siffle, parce que ça laisse une action à l'adversaire. Et bon, Marseille, voilà, pour les Marseillais, on est content, même pour Kolasinac, on aurait aimé qu'il le marque contre Tottenham, mais dans l'esprit, voilà, ça monte un esprit. Pour moi hier, c'est surtout j'ai vu Payet. Et on voit ce qu'il peut apporter à Marseille en termes de technicité, d'intensité, parce que son deuxième but, c'est quand même lui aussi qui est sur l'action avec Verretou. Et c'est vrai que ça pose question parfois sur la rigueur stricte de Tudor et sur ses choix qui sont... Sur son coaching, alors il a mis en avant après le match, Xavier Barré, je vous laisse la parole juste après, l'apport des rentrants, notamment donc Payet et Dieng. Payet a joué 36 minutes, il a touché 28 ballons, il a été assez bon, et puis il est impliqué sur les deuxième et surtout le troisième but. Est-ce que ça peut donner des indications, des enseignements sur la deuxième partie de la saison après la trêve concernant le rôle que pourrait tenir dans cette équipe Dimitri Payet? Bien sûr, d'autant plus que Tudor avait déjà admis son erreur lors d'une précédente conférence de presse. Mais sans le faire jouer le match d'après, c'est ça qui est étonnant. Oui, c'est vrai. Je disais rigueur, mais je parlais de rigidité en fait. Ouais, Ça que je voulais mettre il en a avant. dit, voilà, je ne l'ai pas fait jouer, c'était une erreur. Et on voit qu'aujourd'hui, Dimitri Payet, effectivement, il a plus 90 minutes dans les jambes. Mais quand il rentre pour la dernière demi-heure, dans un match comme ça, compte tenu de sa qualité technique, de son expérience, Rodolphe le soulignait, la faute qu'il obtient face à Fofana, cette capacité qu'il a à garder le ballon, qu'il a à sentir les coups, forcément, il apporte beaucoup. Et c'est vrai que le match contre Tottenham, il n'a pas osé le faire rentrer, et ça a été peut-être ça qui a fait perdre l'OM, ou en tout cas fait qu'ils ne sont pas qualifiés pour au moins la Ligue Europa. Mais est-ce qu'il a la caisse pour jouer face à de grandes équipes, notamment comme... Il n'a pas la caisse pour jouer 90 minutes. Même 30 minutes contre Tottenham. Oui, là, c'était Monaco hier soir. Oui, Monaco, c'est bon. Hein. Monaco, moi, je les ai vus au parc contre le PSG. C'est probablement une des équipes qui leur a posé le plus de problèmes cette saison. Ils ont fait match nul au parc. Donc, ça reste une bonne équipe, d'ailleurs, qui est truffée d'internationaux. Alors après, ils ont parfois ce coup de moins bien, comme ça a été le cas en toute fin de match contre l'OM. Mais Payet, c'est cet élément qui peut faire, justement, basculer un match. Mais on peut plus l'utiliser 90 minutes, c'est tout. C'est un peu comme Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, lui, il ne s'y fait pas à cette situation. Payet, il s'y fait pas non plus parce que c'est un champion. Mais je pense qu'il doit être plus facile aujourd'hui à raisonner, surtout si l'entraîneur lui donne un peu de temps de jeu, comme ça a été le cas hier. Rodolphe, sur Payet, qui j'imagine a dû faire partie dans le passé de... Oui, pour la première édition, peut-être. Et j'ai rien contre lui, ou peut-être pas d'ailleurs. Mais non, je crois pas qu'il en faisait partie. Sur la faute, de manière plus particulière, sur la faute hier, vous considérez qu'il n'y avait pas faute hier soir? L'arbitre était super bien placé, parce que j'ai regardé justement la fin de match et on voit bien sur les plans ralentis, on voit que l'arbitre est vraiment face à l'action, face à Dimitri Payet. Il a de dos Youssouf Fofana, mais quand il se retourne, on voit que franchement, il n'y a pas faute.
il n'y a pas faute, mais après il pose la main dessus. C'est vraiment l'interprétation. C'est une interprétation de l'arbitre, mais il sait qu'en fin de match, c'est une énorme occasion qu'il donne aux Marseillais. Donc je peux comprendre que les Monégasques se sentent un peu floués. Moi, je pense que tout simplement, pour résumer, il a bien joué le coup, Payet, à l'expérience, face à un jeune milieu de terrain qui s'est accroché en ne réfléchissant pas à ce moment-là, en se disant je risque de commettre une faute qui peut provoquer un but. Et il l'a eu à l'expérience. Et on va écouter justement la réaction après le match d'Axel Disasi sur cette faute sifflée par l'arbitre. Mais sur la dernière, je suis désolé, il n'y a pas faute. On fait pas de la danse. C'est du football, c'est un sport de contact, on fait pas de la danse. Sur la dernière, je suis désolé, il n'y a pas faute. Vous pouvez regarder les images comme vous voulez, il n'y a pas faute. Et c'est toujours la même chose. Je suis désolé, mais sur les 15 dernières minutes, l'arbitre était pour Marseille. À partir du moment où Marseille a égalisé, l'arbitre était pour Marseille. C'est tout. Xavier Barré, est-ce qu'il peut être sanctionné pour cette dernière phrase contre l'arbitre ? On a vu qu'Antoine Comboiré l'avait été aussi. D'autant plus que c'est vrai qu'il avait réitéré ses propos en conférence de presse. Là, on est à chaud. Après, forcément, un match qui tourne mal pour Disasi, de la déception. Donc, moi, je pense qu'on ne peut pas sanctionner les joueurs comme ça quand c'est des propos d'après-match. Sinon, ils vont... Après, on se plaint de la langue de bois de beaucoup de joueurs qui sont maintenant formatés avec des... Parce que c'est une accusation grave. Oui, mais on met ça sur le dos de l'émotion. On est à la fin du match. Ce serait une conférence de presse, effectivement, où le joueur, à la limite, a été préparé, puis il balance ça, on pourrait s'indigner. Mais si on veut continuer à avoir des réactions d'après-match, si on veut continuer à avoir de la spontanéité, de la passion autour de ce jeu, faut aussi pas trop l'aseptiser non plus. Donc, j'espère que la commission de discipline fera preuve d'une certaine compréhension. Et il faut séparer les propos tenus sous le coup de l'émotion, juste au bord du terrain, au coup de sifflet final, de ceux qui sont effectivement qui devraient être plus réfléchis dans d'autres circonstances. Alexis, moi, ce qui me gêne plus, c'est pas tellement faute ou pas faute, c'est juste la minute où la faute est sifflée. Puisqu'il y avait 6 minutes d'arrêt de jeu annoncé, alors on sait que c'est à appréciation de l'arbitre, mais sur une fin de match comme ça, à 6 minutes d'arrêt de jeu, minimum. Passer les 6 minimum, bien sûr, mais c'est minimum. C'est indiqué quand même. Et suite à ça, en général, ce qui se passe dans la plupart des matchs, c'est qu'évidemment c'est minimum, mais souvent les arbitres vont laisser une action, 2 grands maximum, après ils sifflent. Là, les 2 premières actions qui suivent les arrêts de jeu, elles sont pour Monaco. Et on se dit, va siffler, il siffle pas. C'est-à-dire que c'est comme s'il attendait l'occasion de 2 côtés, et c'est plus ça qui, pour moi, je pense que les Monégasques peuvent être embêtés, c'est sur cet aspect-là où vraiment on a dépassé de 2 minutes. C'est quand même très rare, même si on sait que c'est minimum, c'est pas la norme de dépasser d'autant. Aussi, il y a des matchs qui vont jusqu'à plus de 100 minutes maintenant. Non, mais, donc, bien sûr, mais c'est indiqué. Là, de dépasser les non, pas indiqués forcément. aussi longtemps, c'est pas Parce court. qu'à partir du moment où on est dans les arrêts de jeu, le compteur du stade est bloqué. Est bloqué sur 90. Ça fait partie d'ailleurs des pistes de développement du jeu qui sont évoquées, notamment par les Américains, parce que dans les sports américains, le chrono, lui, il est affiché et tout le public peut le voir. À l'inverse, au football, à 90 minutes, on s'arrête. Et le seul qui a le temps, c'est effectivement l'arbitre. Donc il y a des technologies qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir le chronomètre de l'arbitre qui soit sur les grands écrans. Donc quand il dit 5 minutes d'arrêt de jeu, on voit 5 minutes. Et puis s'il arrête parce qu'il y a un blessé, il va arrêter. Il restera donc, 4 minutes 30. Et puis le décompte, on le voit. Et tous les joueurs pourraient le voir. Là, effectivement, il y a une part d'ombre qui demeure, qui est, entre guillemets, ce pouvoir arbitraire de l'arbitre. Peut-être ça évoluera dans les années à venir. Alors l'un des grands faits de la soirée aurait été la sortie sur blessure d'Amin Harit. Le verdict est tombé cet après-midi. Le milieu marocain souffre d'une entorse des ligaments croisés du genou gauche. Il manquera donc la Coupe du Monde. On ne dispose pas encore d'informations sur la durée de son indisponibilité. Quoi qu'il en soit, c'est terrible de l'apprendre à quelques jours maintenant d'une Coupe du Monde. D'ailleurs, Didier Deschamps lui a rendu hommage tout à l'heure en conférence de presse. Il n'y a qu'à voir le visage des joueurs qui ont vu ça, que ça soit même dans le camp de Marseille ou de Monaco. J'ai encore l'image de Youssouf Fofana, justement, il a dû se dire à ce moment-là, ça aurait pu être moi. C'est terrible. Et là, il devait s'envoler certainement pour le Maroc, rejoindre sa sélection avant d'arriver certainement au Qatar mercredi. Et puis, il est parti pour entre 6 et 9 mois d'indisponibilité. Est-ce qu'il faut se ménager quand on est sélectionné comme ça à quelques jours d'une Coupe du Monde, le match d'avant Non, je pense pas. Je pense que puis en plus, c'est un fait de jeu, c'est pas. Oui, voilà, que c'est un fait de jeu. Et puis en plus, c'est des professionnels. C'est justement en se ménageant qu'on risque de se blesser. Malheureusement, il est tombé sur un roc qui lui est rentré dedans sans trop calculer ce qui se passait. Et puis, ça aurait pu arriver à n'importe qui. On peut se blesser tout seul. Enfin, je pense pas que dans leur tête, quand ils rentrent sur le terrain avant de partir à la Coupe du Monde, ils se disent faut qu'on se ménage, moins d'engagement. Je pense que c'est la meilleure manière de se blesser, ça.
Oui. Xavier ? Oui, je suis d'accord avec Rodolphe Godin sur ce sujet-là. J'en parlais hier avec je ne sais plus quel ancien joueur qui avait disputé la Coupe du Monde d'ailleurs, et il me disait le meilleur moyen de se blesser, c'est de penser à la blessure. Il ne faut pas y penser. Maintenant, ça peut arriver, mais ça peut arriver en match, comme hier, ça peut arriver à l'entraînement, ça peut arriver à n'importe quel moment. Souvenez-vous, 2018, on parlait de Dimitri Payet tout à l'heure. Il se blesse lors de la finale de la Coupe de l'UEFA, Ligue Europa, avec l'OM contre l'Atlético de Madrid. Et derrière, il rate la Coupe du Monde, puisqu'il aurait été très vraisemblablement dans la liste de Didier Deschamps. Donc, ça arrive à toutes les Coupes du Monde. Moi, à France Football, à l'époque, je tenais le carnet d'absence. D'ailleurs, je pense que je vais le mettre sur les réseaux sociaux, parce qu'à chaque Coupe du Monde, il y avait des noms incroyables qui ont manqué les Coupes du Monde à cause des blessures. Donc, c'est une constante de l'histoire du football, malheureusement. Il y a une très grande angoisse la semaine dernière autour du cas de Sadio Mané. Absolument, mais c'est pas dit qu'il joue beaucoup d'ailleurs, hein, parce que pour le moment, on ne sait pas trop ce qu'il a exactement. Il est dans la liste, et comme il y a 26 joueurs, maintenant c'est plus facile, mais il est pas sûr qu'il soit très opérationnel. Oui, on n'est pas sûr qu'il soit très opérationnel, mais il y a toutes les Coupes du Monde, il y a des grands absents. Et puis, en remontant dans l'histoire, c'est pas un phénomène récent. En remontant dans l'histoire, on peut remonter d'ailleurs à 1958, la plus belle page, ou ce qui fut longtemps la plus belle page de l'histoire du football français, c'est Juste Fontaine. Il va à la Coupe du Monde, il marque 13 buts, mais alors qu'il est remplaçant au départ. Et il est titulaire parce que René Bliard, qui était son coéquipier à Reims, se blesse au moment de partir pour la Coupe du Monde. Et du coup, il devient titulaire. Et il marque 13 buts. Donc, vous voyez, le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. C'est le destin, pas que dans le sport. Et puis, vous revenez aussi dans le livre sur le cas de Pelé en 62. Absolument. Alors lui, il joue quand même le premier match. Il est blessé au premier match. À l'époque, il faut rappeler qu'il n'y a pas de remplacement. Donc, ils finissent à 10, comme dans beaucoup de matchs de la Coupe du Monde jusqu'en 1970. Et donc, Pelé, derrière, est remplacé. Et là, éclate une autre pépite du football brésilien, Amarildo. Et il amène le Brésil à garder sa Coupe du Monde en 1962. C'est la dernière fois, d'ailleurs, qu'un pays champion du monde garde le trophée. Alors, l'OM termine cette première partie de saison à la 4e place avec 30 points. 1 point la sépare du podium et 11 du leader parisien. Est-ce que Marseille est à votre avis à sa place ? Rodolphe, un petit tour de table ? Je trouve que relativement c'est la place que le Marseille mérite depuis le début de la saison. Ils n'ont pas fait des matchs de folie, j'ai pas souvenir de grosses catastrophes non plus. Je trouve qu'ils sont un cran en dessous évidemment du Paris Saint-Germain. Il y a d'autres équipes de Ligue 1 qui les ont quand même bien bousculés. C'est moins fort que Lens par exemple, le Dauphin actuellement ? Je trouve que c'est moins compact. Je trouve que c'est moins compact. Lens, c'est moins ronflant comme nom peut-être, mais c'est super compact. Je trouve que c'est vraiment un bloc qui fait bloc. Là, on va se répéter, mais je trouve que c'est vraiment, ça bouge vraiment bien. C'est costaud, c'est solide. Il y a de la folie quand il faut en avoir. Et je trouve que Marseille, il y a des absences. Des fois, il y a des absences. Et qu'au final, cette 4e place avec le parcours en Ligue des Champions qui a quand même pompé pas mal d'énergie, je pense ils vont faire mieux en deuxième partie de saison. Ils seront sur le podium. Alexis et Xavier sur la position de Marseille avant cette trêve internationale ? Je suis assez d'accord avec Rodolphe. Moi, je pense qu'ils vont aussi s'améliorer, mais encore une fois, s'améliorer. Qu'ils ont la capacité et l'effectif pour aller chercher la 2e ou 3e place. Moi, mon top de cette saison, c'est Rennes. Je suis très curieux de voir Rennes, parce que on va parler de la Coupe du Monde, mais on a par exemple Doku qui est à la Coupe du Monde, qu'on n'a pas beaucoup vu cette saison. Qui semble être un joueur intéressant. Donc Rennes, en plus, a l'impression d'avoir sur le banc des joueurs qui peuvent faire la différence, que Marseille a moins. Surtout qu'ils perdent Harit, parce que ça va être un autre sujet pour le recrutement, donc Longoria, pour le recrutement. Mais effectivement, ils n'ont plus la Ligue des Champions, ils n'ont qu'un match par semaine. Ils ont toute la capacité de reprendre la Ligue des Champions, qui est fondamentale dans leur projet. Xavier ? Je pense que l'OM a quand même une possibilité de remonter au classement assez intéressante sur la deuxième partie de saison, parce qu'ils n'auront plus que le championnat à jouer. Alors on verra comment Igor Tudor va gérer l'effectif, parce que forcément quand vous jouez sur plusieurs tableaux, vous pouvez aussi faire jouer plus de joueurs, normalement. Bon, pas toujours Dimitri Payet, mais normalement. Là, ils vont pouvoir se concentrer que sur le championnat, alors que Rennes va continuer à jouer sur la scène européenne. Et quant à Lens, alors j'adore Lens, l'ambiance, la détermination, formidable. Mais sur le match qu'il y a eu entre l'OM et Lens, Lens gagne. Mais ils ont quand même un peu de réussite, voire beaucoup de réussite. C'est pas forcément mérité. Donc je pense que moi, l'OM est pour le moment en dessous de là où il devrait être. Alors côté Marseille, l'un des meilleurs joueurs hier soir sur la pelouse a été Jordan Verretou, sélectionné par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde. L'ancien Romain a même marqué son premier but sous les couleurs olympiennes. Est-ce que vous l'attendiez dans la liste des 26 désormais donc
Moi, non. en de France. Xavier, personnellement, non. Alexis, non. Non, je Moi, pourrais oui, pas. parce qu'il a tout à fait le profil des joueurs dont a besoin Didier Deschamps pour compléter son groupe. C'est-à-dire que, bon, déjà, il était formé à Nantes, comme Deschamps, mais surtout, c'est un joueur qui... il fait partie quand même de la génération, on l'oublie parfois, de Pogba, qui a été championne du monde des 20 ans en 2013, donc avec Thauvin, avec Areola, avec Digne, avec Umtiti, avec... Voilà, c'est quand même une génération qui a plutôt bien marché par rapport à d'autres qui ont assez vite disparu. Et puis lui, eh bien, il a vécu en Italie déjà, à la Roma, et il est venu à Marseille, donc dans des contextes difficiles à chaque fois. Il a toujours jamais baissé les bras, il s'est maintenu. Et quand vous Avec voyez... une polémique qui a un peu... Alors, lié à son changement d'agent, effectivement, qui l'aurait aidé, qui l'aurait poussé à ce que Didier Deschamps l'appelle, mais il faut pas oublier qu'il l'a déjà appelé en équipe de France il y a plus d'1 an maintenant, qu'il l'a fait jouer. Alors, effectivement, il est moins flamboyant que Tchouaméni ou Camavinga, mais vous avez besoin de joueurs comme ça. Surtout dans un groupe qui va rester ensemble s'il va au bout pendant plus d'1 mois. Donc, ce genre de joueur, Didier Deschamps en a toujours eu. Souvenez-vous de Rio Mavuba. Rio Mavuba en 2014. Il était, et Rémi Cabella. C'est des joueurs qui n'ont pas joué. Ou juste un petit bout de match. Mais ils étaient dans le groupe, il en avait besoin. Donc Didier Deschamps veille beaucoup à l'équilibre de son groupe, justement, entre ceux qui font office de titulaire, et il sait déjà qu'il l'a fait jouer, il l'a dit en conférence de presse, et ceux qui devront accepter ce rôle de remplaçant, mais être suffisamment motivés pour être prêts à rentrer à n'importe quel moment. Rodolphe Godin, un mot sur Klose, qu'on a beaucoup scruté après sa non-sélection. Comment vous l'avez perçu hier soir? Moi, sur son match hier, comme j'ai vu que la fin, je pourrais pas vous dire, mais j'ai trouvé que ça n'a pas dû être évident à vivre pour lui, parce que en tout cas en équipe de France, il avait fait des super prestations. Pour moi, il avait complètement sa place dans la liste. J'ai trouvé que c'était injuste de la part de Didier Deschamps de ne pas le prendre. Après, c'est lui le sélectionneur, il fait ses choix et il les assumera jusqu'au bout. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de centraux dans cette liste, et pour Jonathan Klose, ça a dû être un moment assez compliqué, assez périlleux, parce que il avait beaucoup misé sur cette Coupe du Monde, il pensait y aller, et ça va pas être évident de se remettre dedans. Ça n'a pas dû être évident, en tout cas hier, de se remettre dedans. Et je trouve qu'il visiblement il s'en est pas trop mal sorti, quoi. Et pour Alexis, rebondir terminer sur ça, sur c'est Klose, vrai qu'on a l'impression qu'il a pris Koundé en arrière droit, donc en remplaçant de Pavard a priori, c'est ce que ça donnait. Et c'est vrai que Koundé à droite n'a jamais fait de bon match, et donc par rapport à ça, moi à droite j'aurais plus évidemment tendance à mettre Klose, même si je me mets remplaçant, que Koundé à droite, quoi. Donc, on va revenir d'ailleurs dans quelques instants sur les choix de Didier Deschamps pour cette Coupe du Monde. On va jouer en attendant. C'est le premier quiz de la soirée dans Classico. C'était hier la 102e confrontation entre l'Olympique de Marseille et Monaco en championnat. Qui mène au score à votre avis? Marseille, Marseille largement, non? Ouais, Marseille avec 42 victoires contre 24 nuls et 36 victoires pour la SM. Allez, on joue. Radio J. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Classico. Alors la dernière fois que l'OM l'a emporté 3-2 au stade Louis II, c'était en septembre 2018. Et je vais vous demander, messieurs, le 11 de départ des deux équipes, en commençant par l'OM, c'est un peu plus facile. Qui veut démarrer? 2018. 2018. Oula. 2018, le 11 de l'OM. Ouais. Mandanda. Non, Payet, il y avait Payet déjà. il y avait Payet. Ça nous fait un point pour Rodolphe. Il y avait Alexis, sinon on pouvait enchaîner. les frères Ayou, il y avait les frères Ayou. Il n'y avait aussi. pas les frères Ayou, titulaires. Hein, Non, 2018, c'est quand ils font la finale de l'Europa League. Hein, Donc, on n'avait pas. Anguissa. Anguissa n'est pas dans le 11. Ah non, non. il y a. Oula. Xavier, c'était pas Mandanda, c'était C'était pas Mandanda, c'était Pelé. C'était Pelé. Ivan Pelé. Un partout. Alexis, t'as encore la le traîne. latéral droit Alors, japonais. Ouais, c'est lui, il est là. Qui marque contre Leipzig. Le Sakai. Voilà. deuxième. Alors on a qui en centrale? On a un tricolore. Hein. Rami. Rami. Ça vous fait un point chacun. Ok, Pelé, Sakai, Rami. Il vous manque un Niçois. En défense. Je vous aide un peu. Un Niçois en défense. Enfin, un Niçois. Il a joué à Nice. À ma vie. À ma vie. Ah, bien sûr, Jordan. Ensuite, alors, Un le milieu, milieu il de y avait terrain. qui au milieu Il y a du beau monde au milieu. Encore Il y a un il était parti déjà ou pas? Non, il y a Ocampos. Il était là. Lucas Ocampos. Maxime Lopez. Non. Non. On a un international français. Au milieu de terrain. Ah oui. Un international français qui a joué à l'OM à cette période-là. Et qui a joué aussi à Montpellier. Je vous aide. Cavella. Non. J'allais dire Valère Germain, mais c'est pas un Non. milieu de terrain. Non.
pas Ah oui, international. Et puis il est pas international. Morgan Sanson. Morgan Il est Sanson. parti. Morgan, il est pas international, Morgan Sanson. Si, il a non. joué un ou deux matchs. Je pense qu'il Non, a En été. équipe de France, espoir, mais pas équipe de France. Hein. Pas en A, non. Steve, tu nous endures Non. d'erreur. Hein. Alors, mais il y a d'autres internationaux, mais je pensais pas à Sanson quand je disais ça. Je pensais à des internationaux étrangers. Ah. Dont un qui a coûté très cher. Je vous aide. Ah, Strootman. Strootman, ton premier point, Alexis. Ah, c'est Strootman. Bravo, Ensuite, on en a un autre qui est milieu, défenseur, attaquant qui a joué à tous les postes à l'OM, plus ou moins, par gardien. Dans cette équipe de Marseille, À droite. C'est dur, hein, c'est À pas droite, très à loin. droite. Tovin Thomas, il doit être là, ouais, bien sûr. Non, Thauvin n'est pas dans le 11. Ah ouais. pas dedans. Non. Comme il est venu, reparti, revenu. Ouais, je vois pas. Là. Qui a changé de poste sous Bielsa. Ah Bounassar. Bounassar, le deuxième point pour Alexis. Bravo. Alors, il nous reste un milieu de terrain et un attaquant. Alors, Non, Germain, on l'a dit Non. en attaque, il était. Ah, il arrive après Germain. 2018, la finale entre Alors, le milieu de terrain a bien réussi à Marseille, l'attaquant beaucoup moins. un attaquant qui n'a pas réussi, mais ça, Un c'est grand attaquant. Ah, le grec, non. Ouais. Le grec Ouais. Comment il s'appelle Ah, le grec, c'est pas le prénom. T'avais pas grec. compris. Mitroglou. Mitroglou. Et au milieu de terrain, il nous en manque un autre. L'un des meilleurs Marseillais à cette époque. Qui a joué en Allemagne. Ah si, Luis Gustavo. Luis Gustavo. Ah, ouais. Je me suis dit Garcia avec des... C'est une victoire. qu'il a On va peut-être récupéré. pas jouer sur. Vous voulez jouer sur Monaco? Oula. C'est plus dur à Monaco. Allez, donnez-moi. Ça change tellement souvent, Monaco. Ouais, c'est... Allez, essayez d'en trouver au moins Y a pas 3 sur Rodriguez Monaco. Alors, il n'y a pas. Rodriguez, Rames, il est plus là déjà. Non, il est parti... non, il est plus là. Il est Parce qu'il resté une parti, saison. Non. Joao Moutinho non plus. Moutinho n'est pas là, non? Non. Il y en a un facile devant. Ah oui, Falcao. Falcao, vous l'avez. Valère Germain. Non. Non, il n'était pas à Monaco Au non milieu de plus. terrain, vous avez un joueur qui joue actuellement à 3. Oula. Un joueur qui est à 3. Un bon milieu de terrain technique. Ah, Lopez. Lopez, Ronny Lopez. Puis vous avez oui. un international Oui, belge c'est bon. au milieu de terrain. Carrasco. Non. 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 Tillmans. Ouais, c'est ça. Une saison aussi. Messieurs, bravo, Ouais, on enchaîne avec l'équipe Ça de passe France. tellement à Monaco.